Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une vidéo très particulière puisque comme vous le voyez dans le titre, on fête les 10 ans de ma présence sur internet pour parler de livres. Je veux pas dire les 10 ans de la chaîne parce qu'entre temps la chaîne s'est scindée en deux. Il y a 10 ans, le 15 août 2015, je postais ma toute première vidéo en ligne sur le YouTube. C'était une vidéo où je parlais de livres, une vidéo qui aujourd'hui n'est plus disponible, qui est en privé, mais peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais la re-regarder avec vous. C'était une vidéo où chaque lettre de mon prénom correspondait à un livre, donc j'avais pu vous présenter 9 livres pour l'occasion. Et cette vidéo, je sais que je l'avais filmée au mois de juin 2015, mais j'ai pas osé la poster avant août 2015. Pourquoi le 15 août ? I don't know. Là, on est le 14 août au moment où je filme cette vidéo, donc la veille. Vous l'aurez le jour même, et ça me fait tout drôle parce qu'en 10 ans, il s'est passé plein de choses dans ma vie et sur internet. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial, mais avec vous, et donc j'en ai un petit peu parlé sur Barocco, sur Instagram, et en fait, si ça vous intéresse, on pourrait faire un live Twitch ensemble. Où on pourrait, ça pourrait être des questions, ça pourrait être quelque chose de plus fluide que me mettre derrière la caméra et vous parler parce que je sais pas forcément quoi aborder, comment, enfin c'est plus délicat et c'est grâce à vous que je suis là toujours aujourd'hui à parler de livres et d'autres choses sur internet, donc ça me paraît normal d'avoir un échange, en fait, de faire ça avec vous et qu'on se dise un petit peu ce qui s'est passé pendant 10 ans dans nos vies et ce qui nous a toujours reliés avec ce rendez-vous qui était hebdomadaire au début. Je vous propose qu'on s'en parle tout simplement autour d'un live Twitch. Je pense que le live Twitch aura lieu vers début septembre. Si on se dit là qu'on se donne rendez-vous début septembre, ça me laisse le temps peut-être d'organiser des petites choses. Je voulais remercier les personnes qui me soutiennent via Patreon et aussi qui me soutiennent plus ponctuellement sur Ko-fi. Je le redis et peut-être que vous en avez marre, mais en fait quand on est créateur, créatrice de contenu livresque sur internet, c'est un travail de fou. Moi ça me manque d'être là de manière plus régulière, mais Booktube n'est pas mon travail, même si j'aimerais que ça devienne quelque chose qui puisse vraiment me permettre de vivre. Si grâce à moi vous avez pu découvrir des livres, des auteurs, des autrices, n'hésitez pas à aller me soutenir. Aujourd'hui, tous les livres que j'achète, je les achète grâce au soutien des personnes sur Patreon. Si vous aimez mon travail, si vous aimeriez que je propose par exemple des lectures communes de manière plus suivie, plus présente au cours de l'année, le seul moyen que vous avez pour le faire, pour m'aider, ce sera le soutien financier sur Patreon. Sur Patreon, c'est 5 € par mois. Et sur Ko-fi, vous pouvez faire un don spontané de 1 € à plus si vous voulez. Et ça ne vous engage pas à une durée dans le temps. Patreon aussi, vous pouvez me donner un mois et résilier le mois suivant, revenir plus tard en fonction de vos possibilités. Voilà, la partie blabla est terminée, mais sachez qu'aujourd'hui, le seul moyen que la chaîne continue de vivre vraiment, ou de revivre, tel un phénix, de renaître de ses cendres, ce sera via le soutien sur Patreon et Ko-fi et Twitch. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 livres que je retiens de ces 10 ans de Booktube. Alors bien sûr, c'est très réducteur de dire ça, puisque je ne retiens pas que 10 livres de ces 10 ans, mais j'ai voulu prendre un livre par an, un livre par era. Et ensuite, ça va me permettre un petit peu d'ouvrir et de vous parler d'autres choses, d'autres thématiques en lien avec ces 10 ouvrages que je vais vous présenter. Ma toute première année sur Booktube, ça a été ma toute première année à faire des salons. Et donc la chaîne, je l'ai lancée en 2015. J'ai fait... j'avais déjà fait le livre sur la place à Nancy, mais je suis allée au salon de Montreuil. Et je suis notamment allée ensuite, en 2016, à mes toutes premières Imaginales. Ça a changé toute ma vie. Et lors de ces premières Imaginales, j'ai acheté ce livre-là, Un éclat de givre d'Estelle Faye. J'ai ma toute première dédicace d'Estelle du coup dans ce livre, qui est une autrice depuis, que je suis assidûment, que je revois à chaque salon, avec qui je discute, j'échange. Et ce livre-là, il a changé quelque chose dans ma vie. Je l'ai lu dans mon petit appart spinalien
que je louais, qui était un petit appart meublé parce que j'étais en service civique cet été-là. Et donc vraiment j'étais dans un tout petit truc hyper fonctionnel et pratique. Et c'était l'été de la canicule. Et je lisais Un éclat de givre. Et dans ce livre-là, on est dans un monde, dans un Paris post-apocalyptique où il fait terriblement chaud. Ensuite, Chet, qui est chanteur de jazz en ce moment-là, qui va être recruté par... il faut que je le relise ce livre de toute façon. Et c'était cette ambiance de chaleur avec cette écriture d'Estelle qui était incroyable, magnétique. Et je me souviens qu'on était beaucoup à l'avoir lu à ce moment-là. Je me souviens des vidéos de Joanna et de Maëlys aussi qui en avaient fait des vidéos. Je sais pas si elles sont disponibles aujourd'hui, si elles sont toujours disponibles, je vous les chercherai, je vous les linkerai. Mais vraiment ce livre, moi, il m'a marqué. Et il m'a tellement marqué, que ce soit par sa lecture, l'ambiance, enfin voilà, j'ai souvenir d'être enfermée dans le noir, dans ce petit appart qui était sous les combles et tout, donc vraiment, même moi j'avais chaud, c'est pour vous dire. Et je lisais ce livre dans ce Paris caniculaire, post-apocalyptique, et j'étais waouh, j'étais prise dans une ambiance, dans une plume francophone, et c'était fou. Et grâce à ce livre, j'ai écrit mon tout premier roman. Un jour, j'espère qu'on en parlera. Un éclat de givre, ça a été l'élément déclencheur de l'écriture pour moi, de revenir vraiment à l'écriture. Donc voilà, merci les Imaginales, Estelle, Booktube, tout ça, d'être rentré dans ma vie, dans mon univers. Je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus sain que le fait de la 12 en parler avec mes bribes hyper émotives. Donc, un siècle après l'apocalypse, la Terre est un désert stérile où seules quelques capitales ont survécu, dont Paris. Paris devenue ville monstre, surpeuplée, foisonnante, étouffante, étrange et fantasmagorique. Ville labyrinthe où de nouvelles cours des miracles côtoient les immeubles de l'ancien monde. Ville sortilège où des hybrides sirènes nagent dans la piscine Molitor, où les jardins dénaturés dévorent parfois le promeneur imprudent et où, par les étés de canicule, résonnent les chants des grillons morts. Là vit Chet, 23 ans. Chet chante du jazz dans les caves, enquille les histoires d'amour foireuses et les jobs plus ou moins légaux pour boucler des fins de mois difficiles. Aussi, quand un beau gosse aux yeux fauves lui propose une mission bien payée, il accepte sans trop de difficultés, sans se douter que cette quête va l'entraîner plus loin qu'il n'est jamais allé et lier son sort à celui de la ville bien plus qu'il ne l'aurait cru. Même le résumé ne lui rend pas justice. Et pourtant, vous voyez, il y a une patte baroque dans ce livre, ça se sent. Ça se sent que Estelle, elle était dans tout cet univers du spectacle, du théâtre avant. Enfin voilà, je lisais du Estelle Faye et découvrez Un éclat de givre parce que vraiment, le titre, c'est un indice parce qu'il y a une petite truc de conte qui se glisse dedans, il y a des choses par rapport à l'amitié, au cinéma, à l'amour, c'est LGBTQIA+, donc on aime ça, et c'est vraiment Un éclat de givre, c'est le livre que je retiens le plus de ma première année sur Booktube, parce que je me suis dit, waouh, ok, je dis souvent, je veux être Victor Hugo ou rien, mais je crois qu'aussi, j'aimerais être Estelle Faye ou rien, en tant qu'autrice, et vraiment ce livre-là, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus qui m'a énormément marqué. Déjà, l'objet livre là est magnifique. Bon, alors au mouton électrique, là, vous ne pourrez plus le trouver que d'occasion puisque les moutons ont fermé cette année, malheureusement. Mais procurez-vous-le et lisez Un éclat de givre d'Estelle Faye. 1. Le chanteur de jazz. Certains soirs dans ma loge, je me laisse emporter par mon rituel. Assouplissement, vocalise, costume, maquillage. J'oublie, en vrac, le fond de teint qui coule, la peinture qui pèle sur les murs, les relents de vieille sueur qui imprègnent ma robe, la chaleur étouffante que le ventilateur brasse sans conviction. Pendant quelques minutes, à peine un songe, je me crois revenue au temps d'avant, à cette civilisation que je n'ai pas connue. Du bout des doigts, je change la couleur de mes yeux. Des lentilles de contact vert pâle recouvrent mes iris bruns. Une poignée d'épingles aplatit mes cheveux noirs et courts, déjà gominés par la transpiration. D'un ongle manucuré, je redresse le carton glissé dans le cadre de miroir. Une reproduction en petit format de Portrait of Chris, la pochette de son premier disque. L'original, je l'ai jamais vu. Et s'il existe encore, même en 100 ans de cachet, je ne pourrais pas me le payer. Dans un cadre ovale à côté du titre, Chris ne sait pas encore sourire. Elle tient ses mains croisées devant sa robe claire. Une jeune fille sage, en longs vêtements de vestale. Sa chevelure remontée en lourdes boucles dégage la naissance du cou. J'enfile ma perruque blond vénitien qui me donne la même coiffure qu'elle. Je repousse une mèche sur mon front. Derrière moi, dans la loge, mes costumes sur les cintres ondulent dans le souffle du ventilateur. Les tissus sentent l'antimite et le camphre. Un verre de gin allongé d'eau imprime des auréoles sur des partitions oubliées. Je me farde la bouche en rouge cerise, comme elle. Mon reflet entre les moisissures vertes qui maculent le miroir devient son reflet.
Une nostalgie douce amère me monte aux lèvres. Comment peut-on regretter à ce point un siècle que l'on n'a pas vécu? Je détourne les yeux, noue la sangle pailletée de ma sandale. Quand je me relève, ma robe longue en soie grège retombe sur mes souliers de faux cristal. J'avale d'un trait mon gin à l'eau. Je trinque à Chris, à tous les morts, à la civilisation défunte et aux grandes voix du jazz que je tente de faire revivre à mon humble mesure, nuit après nuit. Après, le deuxième livre que j'ai à vous présenter, je vous présente en 3 éditions parce que quand on aime, on ne compte pas. Quand on est fan et collectionneuse non plus. Donc je vous parle d'un livre pareil qui a changé ma vie de lectrice et ma vie. Enfin voilà. C'est Apostasie de Vincent Tassi que j'ai en 3 éditions. Sa première édition au Chat Noir. Son édition poche chez Helios. Et forcément, cette magnifique édition collector des éditions du Chat Noir dans laquelle il y a aussi Loin de lui le soleil qui est un préquel, enfin voilà, qui se passe dans l'univers d'Apostasie. Et lisez ce livre. Voilà, les éditions du Chat Noir vont aussi malheureusement fermer à la fin d'année. Je crois qu'Apostasie n'est plus dispo aux éditions du Chat Noir. Je crois qu'il leur reste que l'édition collector à quelques exemplaires à écouler. Mais vraiment, procurez-vous ce roman et lisez-le. C'est pareil. J'aimerais être un mélange d'Estelle Faye et de Vincent Tassi en fait au niveau de l'écriture dans ma vie parce que ce sont mes maîtres à penser, mes maîtres à écrire. C'est tellement sublime, c'est baroque. Dans Apostasie, je l'ai relu plusieurs fois, donc je suis plus apte à vous en parler alors qu'un éclat de gifle, je ne l'ai lu qu'une fois. Mais Apostasie, on suit le jeune Anselme qui s'éloigne du monde et qui trouve refuge dans la Sylve rouge, dans une forêt rouge comme ça, et qui va à la bibliothèque toutes les semaines emprunter des livres. La bibliothécaire s'appelle Alice, je crois, de souvenir. Enfin voilà, il y a plein de clins d'œil, de petits easter eggs, de références. Et un jour, il emprunte un livre sur la Sylve rouge, un livre sur sa forêt, qui est très très mystérieux. Et ce livre va le conduire à la découverte d'un monde incroyable, fantastique, vraiment fantastique au sens littéraire du terme. Et on va plonger dans du récit enchâssé avec, d'un coup, on passe à l'histoire de la princesse Apostasie, d'un conte. Et c'est sublime, ça mélange aussi les réécritures de contes, réécritures vampiriques. Et en fait, quand j'ai lu ce que Vincent faisait des vampires, la manière dont il les écrivait, je me suis dit, ah ouais, ça peut être ça. Et je suis une très 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 grande fan des vampires et de la littérature vampirique. Et vous le savez si vous avez regardé ma vidéo sur mon parcours de lectrice. Mais en fait, voilà, quand j'ai lu Apostasie, je me suis dit, ok, les vampires, aujourd'hui on peut toujours continuer à les écrire et on peut les écrire comme ça. Et et je mets les livres de Mathieu Guibé, les livres de Morgane Cossarieux, là-dedans parce que et le livre Vers de lierre de Louise Le Bars également parce que vraiment je me suis dit, et Asphodèle aussi, enfin voilà, bref, grâce à Apostasie je me suis remise au gothique et au gothique francophone et de découvrir tous ces auteurs d'aujourd'hui, réécrire les figures du vampire, la figure du vampire, mais c'était formidable et c'est un kiff total pour moi. Et lisez Apostasie, voilà, ça va bientôt être l'automne, mettez-le dans votre pile à lire d'automne parce que vraiment, si vous n'avez pas encore été convaincu par toutes les personnes qui ont parlé d'Apostasie de manière dithyrambique, mais je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il faut lire Apostasie, il faut lire du Vincent Tassi, et voilà, j'ai hâte de lire son nouveau écrit à 4 mains avec Morgane Cossarieux qui s'appelle Un festin de larmes ou Le festin de larmes, je ne sais plus, que je me procurais pour mon pumpkin de cet automne. C'est l'un des romans que j'aurais aimé écrire aussi, donc voilà. Et mon recueil de poèmes qui est paru à l'automne dernier, qui s'appelle Pensées d'octobre, clairement, il y a beaucoup de choses, je me suis beaucoup inspirée de l'ambiance d'Apostasie pour écrire certains poèmes du recueil. Donc voilà, si mon recueil vous a plu, lisez du Apostasie. Et si vous avez aimé Apostasie, oserais-je vous dire que vous pouvez lire mon recueil de poèmes qui est disponible partout sur tous les sites et dans toutes les librairies. Mon ombre, ma pauvre ombre, depuis le coucher du soleil, elle saigne et ça ne s'arrêtera plus. Mais d'où vient-il tout ce sang? De nulle part, sans doute. Des eaux noires d'une malédiction. Je ne pourrai plus sortir de chez moi maintenant. Je m'en moque.
Je vais peut-être me laisser mourir de faim, me noyer. Est-ce que mon ombre saignera encore quand je serai mort? Est-ce qu'elle pourra engloutir le monde? Oui, je crois bien. Je l'ai lu. On trouvera mon corps, la source de ce mal inconnu. On l'enterrera quelque part. On priera pour que des funérailles mettent fin à l'inondation. Mais le sang se répandra encore et encore, partout dans la terre, depuis la racine poreuse de mon cercueil. Même dans l'obscurité de la tombe, j'aurai toujours une ombre. Alors on étudiera les arcanes de ma dépouille pour neutraliser son fléau. On voudra me réduire en cendres, mais leurs ombres invisibles, même celles de mes chairs désintégrées, saigneront en averse éternelle. Dans des siècles, ou plus tôt ou plus tard, mes ombres auront tout noyé. Je n'ignore plus les raisons de cette blessure indolore qui ne cicatrisera jamais. Ce sang qui ne tarit pas, mon ombre ne l'aurait jamais versé si je n'avais pas été la proie des fleurs de la sylve rouge. À l'heure noire où mon ombre ruisselle, je voudrais dire l'histoire des fleurs maudites, des amours maudites, des splendeurs maudites qui m'ont menée ici. Reclus dans mon taudis à la lueur grise et fatigué d'une ampoule nue, je voudrais une dernière fantaisie, raconter l'histoire d'apostasie. On va passer au classique aussi parce que la chaîne, ça a été l'occasion pour moi de lire des littératures de l'imaginaire, de découvrir des classiques de littérature de l'imaginaire, de découvrir des nouvelles plumes francophones. Mais ça a été aussi l'occasion pour moi de revenir à mes premiers amours qui sont les classiques. Et j'ai lu L'Enfer de Dante Alighieri. Je dis Dante comme ça parce que j'avais eu un commentaire assez infâme sous ma vidéo sur l'enfer de Dante justement où quelqu'un me dit on dit Dante, pas Dante, donc bref, Dante Alighieri avec l'accent. Est arrivé un moment en 2017 par là où j'ai dit ok, je veux lire l'enfer de Dante. J'en ai fait une vidéo qui est toujours disponible, que je vous link quelque part si vous voulez aller la voir. Je suis tellement fière de cette vidéo, du montage, du tournage, de tout, de ce que j'en ai fait, de ce que j'en ai dit, enfin vraiment des recherches que j'avais faites pour parler de l'enfer. Et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. En fait, Dante, il a écrit une épopée poétique autour de la catabase, du fait de descendre aux enfers et de remonter au paradis avec tout cet amour perdu autour de Béatrice. Il y a 3 recueils, l'enfer, le purgatoire, le paradis, et c'est le chemin de l'âme de Dante, et c'est sublime, ça forge la langue italienne. Cette édition bilingue, elle permet d'avoir l'ancien italien à côté. Et voilà, comme j'ai fait italien au lycée et à la fac et au collège, enfin voilà, j'ai fait des années d'italien, clairement c'était trop agréable pour moi de découvrir cette langue-là et de voir que je pouvais la comprendre aussi, alors que je peux pas comprendre l'ancien français et le vieux français parce que c'est... Bref, la langue italienne c'est toute une histoire, mais voilà. J'avais même pu échanger avec le traducteur qui m'avait écrit un mail après ma vidéo parce que je disais que j'avais pas adoré la traduction. Voilà, parce que je suis franche en fait dans mes avis, je manque parfois de tact, c'est vrai, mais je suis sans phare. J'ai toujours pas lu d'autres traductions de l'enfer, mais ce livre, il a été un moment impactant pour moi parce que dans ma vie j'ai aussi connu l'enfer et c'est ce que je vous disais dans cette vidéo. Grâce à ce livre aussi je me suis remise à la poésie et clairement aujourd'hui je lis énormément de recueils de poèmes et ensuite j'en suis venue à lire des poétesses grâce à Digli et Je serai le feu, et merci à Dante, à l'enfer et à ma vidéo sur l'enfer parce que pendant que je faisais ma vidéo il y a une jeune autrice incroyablement talentueuse qui, en regardant cette vidéo, s'est dit qu'elle allait lire l'enfer et qu'elle allait écrire un livre par rapport à sa propre catabase aussi. Et ce livre, il est juste là. Et je me permets de raconter cette petite histoire dans ma grande histoire. Alors moi, enfin bref, je ne sais pas comment le dire, mais parce que on en a parlé avec Nina. Elle, ça l'a inspirée pour lire l'enfer et ensuite écrire sa mélodie des limbes, publiée aux éditions Magic Mirror. Les éditions Magic Mirror ferment aussi cette année, donc en 10 ans, j'ai aussi vu beaucoup de maisons d'édition de l'imaginaire française fermé et c'est un gros pincement au cœur. Mais bref, je ne suis pas là pour parler de ça, on en parlera pendant le live Twitch si ça vous intéresse. Et La Mélodie des limbes, c'est mon roman préféré de Nina. Donc la boucle est bouclée en fait et c'est... Voilà, merci Booktube pour ça. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. À la moitié du chemin de notre vie,
je me retrouvais par une sylve obscure où la voix droite avait été perdue. Ah, qu'il est dur de dire ce qu'était cette forêt âpre et sauvage et violente qui, dans ma pensée, renouvelle la peur. Elle est si amère, morne et guère plus, mais pour traiter du bien que j'allais trouver, telle chose dirait que j'ai vu. Comment y entrer, je ne sais redire, tant j'étais plein de sommeil en ces instants que j'abandonnais la véritable voie. Mais lorsque je fus au pied d'une colline où venait se terminer cette vallée qui m'avait envahi le cœur d'effroi, je levai les yeux et vis ses épaules, vêtues déjà des rayons de la planète qui mène droit les gens par tous les sentiers. Alors fut un peu apaisée cette peur qui dans le lac du cœur m'avait habité la nuit que je passais en telle peine. Et comme celui qui, à bout de souffle, était sorti de la mer sur le rivage, tourné vers l'eau périlleuse, la regarde, ainsi mon âme, lancée encore en fuite, se retourna, fixant le mauvais passage qui ne laissa jamais personne en vie. Booktube, ça a été l'occasion pour moi de découvrir que j'étais féministe. Voilà, j'ai lâché le gros mot sur Booktube. Ma vidéo va plonger, mais c'est pas grave. Je suis sans phare et je suis honnête. Avant Booktube, avant d'avoir certaines discussions avec certaines amies booktubeuses qui en parlaient beaucoup, je pense à Cyrielle de Tête de Litote, je pense à Ninon des Carnets d'Opaline, notamment, qui ont eu un club de lecture féministe voilà, pendant un temps. Je pensais que féministe c'était un gros mot. Voilà, j'avais une vision très voilà, de ce que les médias nous montrent du féminisme, quelque chose de très violent, sale, dérangeant et tout. Et grâce à Booktube, mais mon Dieu, j'ai tellement grandi, j'ai tellement évolué sur mes engagements. En fait, ça m'a permis de savoir vraiment où je me situais. Dans le monde, dans le spectre politique, tout ça, dans mes valeurs écologiques, sur le vivant, mon végétarisme, enfin surtout voilà, la planète, la place des femmes, l'écoféminisme, on en parlera plus tard. Et en fait, grâce à elle, j'ai lu La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'en avais fait une vidéo aussi, à l'occasion d'un challenge que Ninon avait fait sur Booktube, où chaque jour une booktubeuse présentait un livre féministe et c'était génial. Et clairement ça a aussi changé ma vie parce que ça a changé ma façon de penser. Je l'ai lu avant la série, juste l'année d'avant la série ou quelques mois avant que la série arrive. J'avais vu le film de 90 pour l'occasion aussi, et clairement La Servante écarlate, je me suis dit ah ouais, en fait clairement oui, la SF, la dystopie, tout ça, ça me parle à fond alors que je pensais pas du tout. Et je me suis découverte engagée grâce à Booktube et grâce à ces lectures-là, et je me suis dit ah mais en fait ouais, mais en fait toute cette colère et cette révolte que j'ai en moi, en fait c'est de l'engagement. En fait c'est pas juste de la misanthropie, c'est je peux en faire quelque chose, ça peut être un levier d'action. L'histoire de cette femme dont on ne sait pas le prénom dans le roman, qui parle au jeu et qui est utilisée pour son corps pour procréer dans un monde où la fertilité a baissé et où on prend le contrôle 100% des femmes. Et voilà, enfin la série, la première, je suis pas allée plus loin que la première saison parce que après ça m'intéressait pas, mais la première saison est formidable, le film est chouette aussi, et le livre, mais mon Dieu, lisez le livre, j'ai toujours pas lu la suite, voilà, qu'elle a publié il y a quelques années. J'ose pas, j'avoue. Pour beaucoup de livres là dont je vous parle, j'ai fait des vidéos parfois spéciales dédiées, donc je préfère vous dire d'aller les voir directement pour aller plus loin, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue et je pense que c'est pas l'intérêt de cette vidéo de beaucoup parler des ouvrages en eux-mêmes, mais juste de vous parler aussi de l'expérience et de ce que ça m'a apporté. Merci les filles d'avoir fait des vidéos sur Booktube où vous affirmiez être féministe et vous affirmiez vos lectures féministes et où vous m'avez donné envie de lire ces livres-là, et ensuite vous m'avez aidé à affirmer que j'étais moi aussi féministe. Et voilà, merci les filles, un grand bravo. Première nuit 1. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux des paniers de basket-ball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public, et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrés de chewing-gum et de parfums que dégageaient les jeunes spectatrices, que les photographies me montraient en mini-jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis paré d'une unique boucle d'oreille, les cheveux en épis striés de vert. On avait dû y organiser des bals. Leur musique y traînait encore. Palimpseste de sons non entendus, un style succédant à l'autre,
Courant souterrain de batterie, plaintes désespérées, guirlandes de fleurs en papier mousseline, diable en carton, boules de miroirs pivotantes poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude. Et ensuite, en parlant de féminisme, de sororité, j'ai lu Circé de Madeline Miller. J'ai lu ce roman en lecture commune avec Axel, de la chaîne La Parenthèse d'Axel, ou Les Parenthèses d'Axel, je sais plus. Voilà, que je vous link aussi en barre d'infos. Avec Axel, on se suit depuis très longtemps. Et il est arrivé en août 2019 où on s'est dit, bah tiens, j'ai envie de lire Circé, moi aussi. Viens, on le lit ensemble. Et donc on a fait cette lecture commune et j'allais avoir 25 ans. Pile poil, j'étais à quelques jours, quelques semaines de mes 25 ans quand j'ai lu Circé de Madeline Miller. Je n'ai jamais lu encore Le Chant d'Achille. Mais Circé, j'ai fait ah ouais, ok. Et ça m'a plongé ensuite dans la réécriture des mythes, et précisément dans la réécriture des mythes d'un point de vue féministe, du point de vue des femmes. Voilà, là il y a toute, je sais pas si vous la voyez, là j'ai toute mon étagère de réécriture de mythes écrits par des femmes dont je sais qu'il faut que je fasse un podcast, tout ça, ça vient. Et donc Circé, en fait, c'est Madeline Miller qui reprend le personnage de Circé qu'on rencontre dans l'Odyssée et qui nous raconte toute la vie de Circé. Et moi, j'ai adoré ce livre, voilà. Clairement, ce livre-là m'a tellement impacté, m'a tellement parlé, on y parle de tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui est attiré par la maternité, les récits de maternité, c'est clairement pas mon truc. Très souvent... ça m'intéresse, enfin voilà, ça ne m'intéresse pas, je saute les passages de livres qui parlent de ça, je ne lis pas de livres qui parlent de ça. Et en fait, dans Circé, c'est la première fois de ma vie que je lisais un passage sur la maternité. C'était extrêmement émouvant. Voilà, où ça m'a émue, ces passages-là. Et donc, Madeline Miller, elle a une plume incroyable. Je la rapproche beaucoup de Margaret Atwood sur certains points pour moi, dans mon imaginaire, dans mon panthéon personnel d'autrice. Et grâce à ce livre, voilà, de me dire, mais je vais lire du Ursula Le Guin, je vais lire Margaret Atwood avec l'Odyssée de Pénélope. Enfin voilà, là je les ai toutes, les réécritures sur Cassandre Médée avec Christa Wolf. Enfin voilà, j'ai tellement de choses là à vous présenter sur Médée, la guerre de Troie, Antigone, enfin voilà tout. Et j'ai aussi, si je vous parle de Circé, je suis obligée de vous parler des Larmes de l'asphodèle de Nora Lake, publié aux éditions Hurlevent. Et j'ai interviewé Nora cet été. Vous aurez l'interview qui sortira sur le podcast tout bientôt. Voilà, je ne tease pas de date parce que... et ce livre, c'est une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice, qui est un mythe incroyable, mais aussi d'Hadès et de Perséphone. Voilà, je vous en dis pas plus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est pareil, mais clairement, les réécritures de mythes d'un point de vue féminin et féministe aussi. Mais voilà, mais c'est formidable. Lisez Circé de Madeline Miller et lisez notre autrice francophone, qui est Nora Lake. Chapitre 1. Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ils m'appelèrent donc nymphe, présumant que je serais comme ma mère, mes tantes et mes milliers de cousines. Moindres que ceux des déesses mineures, nos pouvoirs étaient si modestes qu'ils garantissaient à peine nos éternités. Nous parlions aux poissons et soignions les fleurs, cajolions nuages et vagues pour en extraire les gouttes d'eau et de sel. Ce terme de nymphe englobait notre futur en long et en large. Dans notre langage, il ne signifie pas uniquement déesse, mais aussi jeune mariée. Ma mère était l'une d'elles, une naïade, gardienne des fontaines et des ruisseaux. Elle attira l'attention de mon père alors qu'il était en visite au palais de son père à elle, Océan. À cette époque-là, Hélios et Océan dînaient souvent à la table de l'un ou de l'autre. Ils étaient cousins et avaient le même âge, même si cela ne se voyait pas. Mon père resplendissait tel le bronze tout juste forgé, alors qu'Océan était né avec des yeux chassieux et une barbe blanche lui arrivant à la taille. Cependant, ils étaient tous deux des titans, et préféraient leur compagnie mutuelle à celle de ces nouveaux dieux glapissants de l'Olympe qui n'avaient pas assisté à la création du monde. Le palais d'Océan était une véritable merveille, construit sous terre, au plus profond de la roche. Ses salles aux hautes voûtes étaient dorées, et les dalles de marbre du sol polies par des siècles de pas divins. Dans chaque pièce, on entendait le bruit léger du fleuve, Océan, source de toutes les eaux fraîches du monde, si sombre qu'il était impossible de dire où il finissait et où commençait la roche-mère. Sur ses rives croissaient de l'herbe et des fleurs gris pâles, mais aussi les innombrables enfants d'Océan, naïades, nymphes et dieux fleuves. Lisses et brillants comme des loutres, riant, le visage animé dans la pénombre, ils se passaient des gobelets dorés et s'adonnaient à des joutes amoureuses. Au milieu, éclipsant toute cette beauté immaculée, trônait ma mère. Sa chevelure était d'un brun chaud, chaque mèche si étincelante qu'elle semblait éclairer de l'intérieur. Elle avait dû sentir le regard de mon père brûlant comme les rafales torrides d'un brasier.
Je me la représente en train d'arranger sa robe afin qu'elle retombe juste comme il fallait sur ses épaules, de tremper ses doigts scintillants dans l'eau. Je l'ai vu pratiquer 1 millier de tours semblables des milliers de fois. Mon père s'y laissait toujours prendre. Après, pour l'année 2020, j'avoue que j'ai beaucoup hésité entre vous parler de La Sève et le givre de Léa Silol, ou vous parler d'Aurélien d'Aragon, que j'ai lu grâce à Antastasia. C'est un classique que je n'avais pas lu alors que j'aime beaucoup Aragon dans ses poèmes, mais Aurélien, non. Et en fait, je suis persuadée, moi, mais c'est de moi à moi-même, que je vais lire certains classiques à un moment dans ma vie et que ça va me parler, et qu'il y a des moments où ça sert à rien que j'y aille parce que ça me parlera pas. En 2018, j'ai commencé à me dire je veux lire Aurélien, mais je voulais pas le commander, je voulais le trouver en librairie, c'était ma quête. Et il était pas disponible en librairie pendant un long moment. Et d'un coup, je suis revenue de vacances du Danemark et je l'ai trouvé dans une librairie. J'ai fait ok, j'achète Aurélien et je le lirai. Et en fait, pendant l'été 2020, c'est là où j'ai lu Aurélien durant tout cet été-là, durant cette chaleur-là. Aurélien, c'est une histoire d'amour qui n'a pas pu se faire. Qui ne peut pas se faire entre Aurélien et Bérénice. Et on a tous et toutes en tête cette phrase. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Et c'est une des phrases les plus incroyables de la littérature. Même si vous n'aimez pas les classiques, je pense que vous allez apprécier Aurélien d'Aragon parce qu'on va au-delà de ça. On parle du sentiment amoureux, on parle d'un jeune homme qui a connu la Première Guerre mondiale, de cet entre-deux, entre les deux guerres mondiales, de ces années-là. Et c'est incroyable. Et la fin d'Aurélien, elle m'a bousillée. On vit tous et toutes des choses dans nos vies, dans nos histoires d'amour ou d'amitié. Et voilà, petit moment story time personnel. En 2020, durant cet été-là, il y a l'Aurélien ou la Bérénice de ma vie, tout dépend du point de vue, qui est réapparu, et d'une histoire qui n'avait pas pu se faire. Et en fait, en lisant ce livre, mais j'étais tellement accrochée, imprégnée, impliquée. Et jusqu'à la fin, mais c'était déchirant. C'est pour ça que je garde Aurélien comme la lecture de 2020, parce que c'est tellement lié à ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle pile à ce moment-là. La définition de l'absolu, de Bérénice, de tout ça, de cette histoire qui ne peut pas se faire, tragique, de ce chassé-croisé amoureux qui ne... Voilà, de deux âmes qui n'auraient pas dû, qui auraient pu, qui n'ont rien fait, qui se retrouvent et qui constatent, enfin bref, c'est... Et je suis tellement heureuse en fait que sur Booktube, il y ait de tout, qu'on puisse trouver voilà, plein de livres de catégories représentées, mais je suis tellement heureuse qu'il y ait des personnes qui parlent aussi de classiques et qui en parlent de la manière dont elles le font. Je pense aussi... à Margarito qui avait lu Aurélien, il me semble, par un moment aussi, qui en avait parlé, avec qui on avait échangé autour d'Anna Karénine. Et enfin voilà, merci Booktube pour tout ça. 1. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois, enfin, qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé, après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête. Un vers qu'il avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l'avait obsédé, qui l'obsédait encore. Je demeurai longtemps errant dans Césarée. Après ce livre-là, Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante. Comment vous parlez du complexe de la sorcière sans être émue? Voilà, rien que là je commence déjà à être émue. Si vous suivez tout depuis le début, c'est une redite pour vous, mais si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis obligée de faire un petit topo.
J'ai découvert en 2018 Sorcière de Mona Chollet, qui est un essai autour de la figure de la sorcière féministe, tout ça, aujourd'hui qui est bien débunké et dont je suis revenue de la lecture de Sorcière de Mona Chollet, mais il n'empêche que ça m'a amené à d'autres lectures autour de l'écoféminisme notamment et de la figure de la sorcière, qui m'a amené à créer un spectacle qui s'appelle Reclaim au cœur de l'obscur, qui est un spectacle patchwork avec de la danse, théâtre, des textes... des témoignages, enfin voilà, bref, je vais pas vous parler forcément de Reclaim, mais voilà, en tout cas, ça m'a amené à lire plein de livres autour de la figure de la sorcière, du féminisme, de l'écoféminisme, tout ça. Des livres qui m'ont beaucoup plu, d'autres qui m'ont pas du tout parlé. Et dans tout ce panel de livres qui passe de Moi, Tituba, sorcière de Noire de Salem, de Marie Scondé, à ils sont tous là, mes livres sur les sorcières, à Rêver l'obscur de Starhawk, à la sorcière dans l'Occident, enfin voilà, à Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, enfin bref, ça m'a amené à lire plein de livres autour de la figure de la sorcière, de la femme, de l'émancipation, de la planète, de tout, enfin bref, trop bien, l'écoféminisme, ma passion. Margot Liseuse en avait parlé. Margot, c'est une de mes références en matière de lecture des sorcières aussi, sur les livres qui parlent de sorcières. Et quand elle en avait parlé, je me suis dit, ouais, je le note, pourquoi pas. Et en fait, ce livre, c'est tellement pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est pareil, il est venu soigner tout un pan de ma vie. Ce livre, c'est presque de l'autofiction. C'est un genre que j'ai découvert grâce à Booktube aussi. Ça nous parle donc d'Isabelle Sorand qui s'intéresse à la figure de la sorcière. Et elle se dit, mais pourquoi cette figure de la sorcière, elle me parle autant? Pourquoi cette femme seule, moquée, humiliée par tous, par toutes? Pourquoi elle vient me parler, cette femme dans cette cellule enfermée qui attend son jugement, qui se sait condamnée? Et en fait, elle relate son harcèlement scolaire à travers ce livre et que la figure de la sorcière, ça renvoie à la figure de la personne qui est harcelée. Notamment au collège, et bah ça a fait bingo. Mais j'ai tellement pleuré en le lisant parce que je m'attendais pas à ça. C'est pas ma première lecture, mon premier livre sur la figure de la sorcière, l'écoféminisme, tout ça. Donc j'étais révoltée en tant que femme. Voilà, je relie mon statut de femme au statut de la sorcière, je rallie mon statut d'écolo par rapport à la planète, tout ça. Mais là d'un coup, la figure de la sorcière, je la voyais sous un nouveau jour qui était la figure de la Perseline pré-ado qui était harcelée et qui subissait des choses innommables. Et waouh! Et en fait, Isabelle Sorand, elle a mis les mots justes sur tout ce que j'avais vécu. Et ce livre-là m'a complètement bouleversée. Il était incroyable et j'ai corné tellement de pages, souligné tellement d'endroits, entouré. Enfin bref, il est incroyable. Et j'aime beaucoup l'autofiction pour ça aussi. Donc voilà, merci Isabelle Sorand d'avoir écrit. Je peux pas le dire en même temps qu'il y a des voitures qui passent, ça gâche toute l'émotion. Encourage à le lire, il est très court, il se lit très vite et il est formidable. Première vision. C'est une scène terrible. Une scène d'interrogatoire. Je ne vois pas la couleur de ses cheveux, juste ses yeux liquides, transparents, immenses. Un homme se tient devant elle. La question qu'il lui pose est toujours la même. Et ce n'est pas une question, c'est un ordre. Dis-le. Dis que tu es une sorcière. Comme dans un cauchemar, je devine à l'arrière-plan l'éclat du métal, les formes inquiétantes d'instruments chauffés à blanc. Pourquoi se trouve-t-elle ici? Qui l'a accusée? Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle espère encore, évalue ses chances, se prépare à nier? Ou bien est-il trop tard? Que va-t-elle lui dire? Et quel est son nom? Qui est-elle? La première apparition de la sorcière date du mois de juin 2017. Pourquoi à ce moment-là? Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que la scène m'apparaît et qu'il faut l'écrire. Elle ne fait que quelques lignes et je n'ai pas la moindre idée d'un début d'histoire. Je ne me vois pas écrire un roman historique. Je n'ai que cette scène d'interrogatoire. Je ne sais pas où elle se passe, ni quand. Je ne sais pas qui est cette femme, ni pourquoi on lui pose ces questions. Je sais qu'une chose impensable est sur le point d'arriver dans l'angle d'une cellule, une chose qui a une importance indescriptible. Mon imagination ne va pas plus loin. À part la scène elle-même, je ne vois rien. Sauf des murs sombres, des reflets de métal, le décor n'apparaît pas. L'histoire non plus. Au bout d'un mois, je décide d'oublier cette histoire et de passer à autre chose. Un peu comme on décide d'oublier une rencontre troublante parce qu'on n'a reçu ni coup de fil, ni proposition de rendez-vous, ni rien.
Alors, on se dit qu'on s'est fait des idées, que la fascination n'était pas réciproque. Après, on va passer au livre qui est venu dans mon panthéon personnel. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur les 10 livres qui ont marqué ma vie. Dans ces 10 livres-là, aujourd'hui, le classement est à revoir parce qu'il y a tous ces livres-là à ajouter aussi, mais avec Victor Hugo et Saint-Exupéry, il y a maintenant Chris Vulkizevich et Du thé pour les fantômes. Voilà, que j'ai aussi en 3 éditions. La sublime édition collector, le grand format et le format poche. Et ce livre-là, je l'ai déjà lu, relu 3 fois. Et en fait, c'est un livre que je vais relire tous les ans. Là, je vais le relire durant cet automne. Et parce que je pense que celui-ci, vous en avez entendu parler, il est publié aux éditions de Noël. Et clairement, c'est devenu un best-seller. Voilà, l'autrice n'a pas besoin, je pense, de moi pour lui faire de la pub. Mais quand j'ai pu la rencontrer au Salon du Livre de Nancy, au Livre sur la Place, mais je lui ai dit à quel point son livre était incroyable. En plus, la première fois que j'ai lu ce livre, en fait, j'ai écouté la version audio et j'ai été transportée. Si vous pouvez le découvrir via la version audio, allez-y. Dans cette histoire, on suit 2 sœurs, Félicité et Agonie, qui vont partir à la recherche de leur mère qui vient de décéder. Et en fait, une des 2 sœurs est une sorcière et l'autre peut entrer en communication avec les fantômes. Et en fait, elles ne trouvent pas le fantôme de sa mère. Les 2 sœurs ne se sont pas parlé depuis 30 ans. Elles vont se retrouver à cette occasion. Et elles vont parler de pourquoi elles ne se sont pas parlé depuis 30 ans. Qui était leur mère, les secrets de famille, tout ça. C'est un livre dans du réalisme magique. Un genre que j'ai aussi découvert grâce à Booktube, mais pas encore tout à fait, qui nous vient plutôt d'Amérique latine. Et j'ai adoré ça en fait. Voilà, la plume de Chris Vulkizevich, elle est incroyable. Sa langue en fait, la manière dont le narrateur dans ce livre nous attrape, nous, lecteurs, lectrices, et nous dit mais venez, là il pleut, vous êtes dans un salon de thé à Nice, mais venez, moi je vais vous parler de la patronne qui a l'air d'une sorcière, et vous voyez pas là les tasses derrière qui ont l'air de bouger toutes seules. En fait, vraiment, elles bougent toutes seules parce que ce sont des fantômes qui les tiennent, mais vraiment c'est incroyable, j'adore, ce livre me hante, et ce livre-là, Chris Vulkizevich l'a écrit en s'inspirant des livres de Carol Martinez. Et Carol Martinez est une autrice que j'aime d'amour. Du domaine des murmures et La Terre qui penche sont des livres qui m'ont énormément marqué aussi, que j'aurais pu mettre dans ce classement, mais je me suis dit je préfère mettre Du thé pour les fantômes et vous parler des livres de Carol Martinez, faire mes petits détours que j'aime bien, mes petites digressions. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont été déçues de ce livre, mais il ne faut pas vous attendre à un récit comme on en lit aujourd'hui, il faut vous attendre à quelque chose de plus baroque, j'ai envie de dire, dans l'écriture, dans les références, de plus... voilà, et vous pouvez le lire à voix haute, s'il vous plaît, lisez ce livre à voix haute parce qu'il est fait pour ça. Voilà, l'autrice l'a travaillé de cette manière-là. L'autrice a un podcast avec d'autres de ses amies autrices où elle a énormément parlé de ce livre. Elle a été reçue par les Grimoires de l'Imaginaire aussi, donc je vous listerai en barre d'infos les endroits où vous pouvez retrouver Chris Vulkizevich qui parle de ce livre, de l'écriture. Et voilà, moi Du thé pour les fantômes, ça fait partie des livres qui ont marqué ma vie et qui est maintenant dans mon panthéon, vraiment avec Notre-Dame de Paris, Le Petit Prince, il y a Du thé pour les fantômes. Faut pas croire ce qu'on voit. C'est de la connerie à tous les coups. Non, faut croire ce qu'on regarde. Et je ne parle pas de regarder le 20h ou s'il reste du lait. Je parle de regarder avec cette chose que vous avez au fond des yeux, derrière, celle qui vous donne des idées et des histoires, et des envies de falaises et de vent. Vraiment, il faut pas croire tout ce qu'on voit. C'est comme la patronne derrière sa caisse. En la voyant, on se dit, c'est une sorcière. Bon, ça, je vous l'accorde, on fait difficilement plus sorcière. Manque plus que la pomme rouge et on se croirait chez Blanche-Neige. Mais, en vérité, quand on la connaît, elle n'est pas si vilaine. La plus gentille personne de Nice, même. Enfin, je ne le dis pas trop fort. Si elle m'entend, je me fais virer du salon. Alors oui, les chaises ont l'air vides, mais regardez mieux. Les théières, d'après vous, elles montent et descendent toutes seules? Et les tasses, elles sont bues comme ça, par évaporation. Allons, un peu de sérieux. Ce sont les fantômes, bien sûr. Les fantômes de Nice qui se servent le thé et se le boivent. Vous comprenez maintenant pourquoi la patronne vous a fait asseoir avec moi. Il n'est jamais vraiment désert, ce salon. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées.
c'est la règle. Le livre que je vous présente, c'est Les voleurs d'innocence de Sarah E. Walker, que j'ai lu l'année dernière. Là, j'ai le format poche aux éditions Totem, oui, voilà, de Gail Meister. Et ce livre, je l'avais vu passer sur les réseaux dans sa version grand format, mais la version grand format, je la trouvais pas belle. Je me suis dit, bon, je vais attendre. Puis ce livre est sorti au format poche. Et l'été dernier, je l'ai acheté. Je l'ai lu durant l'été, durant ma retraite d'écriture de l'année dernière. Et ce livre me hante depuis parce que c'est un ouvrage, c'est un roman fantastique. On suit 6 sœurs, qui ont des prénoms de fleurs, qui sont les héritières d'un fabricant d'armes aux États-Unis. Et il y a toute cette malédiction sur les Whitechapel, voilà, ça rappelle la maison Winchester, tout ça, enfin bref, le personnage de la maison est très important aussi. Et ces 6 sœurs, en fait, vont mourir, disparaître les unes après les autres le lendemain de leur mariage. C'est pas un spoil, hein, c'est écrit, ça arrive très très vite dans le récit. Et on suit une de ces sœurs qui, elle ne veut pas mourir et veut savoir ce qui est arrivé à ses sœurs et qui est persuadée que ce n'est pas naturel, que il y a des esprits. On a leur mère qui est considérée comme une aliénée, qui va terminer ses jours dans un asile. Enfin voilà, c'est passionnant, vraiment, ce livre. Et on est dans du vrai fantastique, et c'est ce que j'aime, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, le fantastique, c'est pas juste quand ça se passe dans notre monde et qu'il y a des choses magiques. Non, ça c'est l'urban fantasy. Le fantastique, c'est quand, à la fin du récit, on ne sait pas si ce qu'on nous a raconté est vrai ou faux. Si les apparitions avec des créatures ou du merveilleux, si c'est possible ou pas, ou si c'est dans l'imaginaire du personnage, comme Laure de Maupassant, La morte amoureuse de Théophile Gautier, enfin tout ça, toute cette littérature classique du 19e, fantastique. Là, on est dans un roman fantastique où à la fin de ces 600 pages quasiment, on referme ce livre et on ne sait pas si les événements qu'on nous a racontés sont de nature surnaturelle ou naturelle. Et c'est formidable parce que moi j'aime quand je referme le livre et que j'ai encore 1001 questions. Parce que je n'aime pas qu'on me serve tout sur un plateau. J'aime quand ma noisette elle turbine après. Et si vous aimez les personnages de maison aussi, les trucs qui ont attrait aux maisons hantées, tout ça, allez-y, ça va vous plaire. Le carnet violet. 3 août 2017. Abiquiu, Nouveau-Mexique. Lorsque Lola est allée à San Francisco l'année dernière, elle m'a rapporté ce qu'elle croyait être un carnet de croquis. Assez petit pour que je puisse le glisser dans ma poche et l'emporter lors de mes promenades du soir quotidiennes dans les collines qui entourent le village, au cas où je verrais des roses trémières que je voudrais dessiner, ou un lapin, d'eau du bon, ou n'importe quoi d'autre. Je ne sais jamais où mes pas me conduiront, ou ce que je verrai. L'important n'est pas la destination, mais la lumière, plus belle en fin d'après-midi. Les peintres courent après la lumière. Le carnet est relié en simili-cuir d'un bleu vif éclatant, presque turquoise. Une des raisons pour lesquelles Lola l'a choisi pour moi. Le temps avait été gris et maussade durant tout son séjour à San Francisco. Et lorsqu'elle a vu ce bleu, il lui a rappelé le ciel de chez nous. Et le ciel lui a fait penser à moi. Lola a un jour décrit ainsi notre vie commune. Imaginez qu'on s'envole en avion d'une ville où le climat est trop glacial pour être supportable. L'avion grimpe, grimpe, et finit par transpercer les nuages, là où il n'y a rien d'autre que la lumière et le ciel bleu. Voilà ce qu'est ma vie avec Sylvia, a-t-elle dit. Elle ressemble à ça, dans tous les sens du terme. Et en parlant de romans fantastiques, je vous parle du dernier livre, là, qui clôture cette décennie livresque, littéraire pour moi, de lecture. C'est La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Vous avez vu, j'arrive de mieux en mieux à prononcer ce nom. Je vous en ai déjà parlé pas mal. C'est le livre que j'aurais aimé écrire. J'en ai parlé beaucoup de fois là ces derniers mois, donc j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le résumé de ce livre, mais pareil, on est dans du fantastique. Quand on referme ce livre, on ne sait pas s'il y a des éléments surnaturels ou pas. C'est sublime, ça parle d'amitié féminine, d'amitié toxique, d'amour toxique, de réécriture de contes, de matière merveilleuse, de tout ça. Moi j'aime beaucoup quand il y a des références dans les livres, quand il y a des clins d'œil, des easter eggs. Ça me plaît, ça me parle, c'est ce que j'aime. Et dans ce livre, il y en a plein. Et c'est pas pour autant que vous ne comprenez rien si vous le lisez, vous n'avez pas les références, et c'est quelque chose que j'admire chez des auteurs, autrices. Je place tellement ce livre sur un piédestal que j'ai peur d'être déçue par les autres romans de l'autrice. Merci Nora Lake de me l'avoir présenté quand je t'ai dit Nora, j'aimerais lire des livres d'horreur, mais je sais pas trop par où commencer parce que je suis un peu une flippette, et qu'elle m'a dit ça, lis ça. Et on s'en parle après. Et voilà, merci Nora, parce que sans toi, je n'aurais jamais lu La promise de visage de fleurs. La traduction
je le redis, mais est sublime. Et voilà, et parce qu'on parle pas assez des traducteurs et des traductrices des ouvrages. Donc là, je redis le nom, c'est Monsieur Thibaut Elirov qui a traduit ce livre pour Sabran et c'est majestueux. Il y a une très belle langue, c'est très exigeant et j'aime ça. Prologue. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Au début, il habitait notre mariage, comme un fantôme aux lèvres bleues, à peine perceptible, jusqu'à ce qu'un jeu de lumière le mette en évidence. Mais les jours où il rongeait mes pensées, tu le savais toujours. Tu essayais de me réconforter. Tu me caressais le visage et tu repliais mes doigts sur ton cœur. Tu disais, si tu creuses, tu détruiras notre mariage. Mais, oh mon amour, comme tu mentais. Je viens de balayer 10 ans de lecture sur Booktube. Merci à vous d'être toujours là, d'arriver, de me suivre, de m'encourager via les commentaires. La chaîne, c'est ce dont la chaîne, ma présence, la communauté, enfin tout ça, c'est ce dont je suis le plus fière de toute ma vie, de tout ce que j'ai construit, parce que c'est quelque chose que j'ai fait seule à 100%. Et en fait là, c'était en échange direct avec les personnes à qui ça a parlé. Et je suis très heureuse et très émue quand j'ai des messages de certaines d'entre vous, de certains d'entre vous qui me confient des choses où en fait on se retrouve dans nos vécus et on s'est pas retrouvés dans nos vies IRL, mais grâce à l'internet on se retrouve et on parle et on échange et on construit quelque chose et on tisse des liens et c'est un peu la magie d'internet et la magie de Booktube, des réseaux sociaux littéraires, et je vous remercie d'être là. Si vous ne pouvez pas me soutenir financièrement via Patreon ou via Ko-fi, likez cette vidéo, commentez, c'est hyper important pour Booktube, pour le référencement. Si vous avez été jusqu'au bout, mettez le petit emoji avec les masques de théâtre, voilà, en commentaire. Je ne sais pas de quoi les 10 prochaines années seront faites dans ma vie et sur Booktube, mais j'espère que je serai toujours là dans 10 ans pour vous parler de livres et d'art et qu'on pourra toujours échanger ensemble autour de classiques, de littérature, de l'imaginaire, d'auteurs, d'autrices francophones. J'espère que... Enfin voilà, il y a des choses qui vont arriver pour ces 10 ans, des belles synchronicités parce que cet automne, cette année, voilà, il y a des choses qui arrivent, qui n'étaient pas préméditées et qui font, voilà, qui me font aller vers d'autres et qui me font aller dans de nouveaux endroits du monde du livre et j'en suis très heureuse et très ravie et très émue. Et à nouveau merci à vous. Et on se dit à très bientôt sur Twitch. Dites-moi à quelle date vous êtes dispo en septembre, les soirs de semaine, les jours, week-end ou quoi. Enfin voilà, c'est hyper important pour moi parce que je fais pas ça juste toute seule. Voilà, je fais pas ça juste toute seule pour me faire plaisir, je fais ça pour avoir un échange avec vous. Même si je ne suis pas la plus assidue aux réponses aux commentaires, I know. Et à très bientôt.